à tous et bienvenue dans Moteur. Cette semaine, nous vous invitons à bord d'une émission à deux vitesses. D'un côté, une actualité sportive toujours aussi débordante et de l'autre, une manifestation que l'on ne présente plus et qui nous a séduit par les thèmes abordés pour son édition 2003, le Brussels Retro Festival. Au sommaire de Moteur cette semaine, le verdict final des coupes et formules de promotion belge à Zolder. L'ultime manche du championnat de Belgique des rallyes D2 à son bref. Le dernier rendez-vous de l'année du BTCS sur le circuit de Francorchamps. Et enfin, le résumé complet du rallye de Catalogne, ultime manche asphalte de l'année. Une semaine après le National Classic Tour, nous restons sur un ton de nostalgie au Palais du Heysel avec le Brussels Retro Festival, 22e édition, un plateau très riche encore cette année. Alors Laurent, le Brussels Retro Festival, quelle en est la philosophie, la ligne de conduite ? Le Brussels Retro Festival, c'est le premier salon automobile classique en Belgique, le 3e en Europe. Et la philosophie, c'est de présenter le plus beau plateau de voitures possible pour faire rêver. Est-ce que c'est un salon généraliste ou est-ce qu'il y a des thèmes vraiment spécifiques abordés chaque année? Et cette année en particulier? Alors, c'est un salon généraliste dans le thème classique. Et cette année, on fête des anniversaires, donc 40 ans de Lamborghini. Et on raconte l'histoire de Lamborghini avec les dernières Murcielago et Gallardo, mais en partant des premières Lamborghini, et notamment la Miura. Et puis on fête les cabriolets Peugeot et Renault, puisque Peugeot et Renault Belgique présentent cette année 307cc et Mégane Cabriolet dans un contexte historique. On raconte l'histoire de leur cabriolet. Côté de roue, il se passe quelque chose aussi? Ah oui, côté de roue, c'est le centenaire d'Harley-Davidson avec une très belle exposition US Bikes et notamment des modèles de stock, je dirais standard, et aussi le phénomène du custom qui consiste à personnaliser sa machine pour qu'elle ne ressemble surtout pas à celle de son petit ami. Nous quittons une première fois l'ambiance chaleureuse du parc des expositions du Heysel pour prendre la direction de Zolder. La semaine dernière, Moteur a fait le point sur la finale du championnat Belcar. Place maintenant aux autres disciplines qui forment l'ossature des super meetings. Et contrairement à notre championnat d'endurance national, aucun titre n'était tombé avant cet ultime rendez-vous. Suspense total donc, entretenu par Vincent Franzen. Pour la première année des super meetings du RACB, le suspense est resté intense jusqu'au bout, du moins dans les différentes coupes et formules de promotion que compte notre pays. Si le Belcar avait rendu la majeure partie de ses verdicts lors de l'avant-dernière round de Francorchamps, pour la Renault Clio Cup, la Toyota Yaris Cup, le Mini Cooper Challenge et la Formule Renault 1600, c'est à Zolder, dans le cadre des traditionnels Masters, que tout s'est joué. Entamons ce tour d'horizon par la Toyota Yaris Cup qui disparaîtra du paysage automobile belge la saison prochaine. Mathématiquement, deux pilotes pouvaient encore espérer ceindre la couronne, Olivier Brixola et Philippe Jacobs, le solide leader du championnat. Mais de combat, il n'y en aura pas vraiment, en dépit d'un accrochage stupide entre Jacobs et son équipier Liard à l'issue du premier tour de la manche initiale. Remonté à la 12e place, Philippe Jacobs profitait d'une modeste 7e position de Brixola pour remporter le titre. Quant à la victoire dans cette première manche, elle revenait au Hollandais Marco Scholten devant notre compatriote Vickerman. De cette avant-dernière joute dans l'histoire de la Yaris Cup, on retiendra aussi le crash de la liégeoise Caroline Griffney, qui n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Philippe Jacobs, champion, la dernière manche de l'année n'avait pour seul enjeu que la victoire au bout de 20 minutes de course. Et si Kuhn Waters, invité d'honneur de Toyota, prenait le meilleur départ, le peloton de tête perdait assez rapidement quelques-uns de ses animateurs qui échouaient dans l'un ou l'autre bac à sable. Tout cela faisait une fois encore les affaires de Philippe Jacobs qui terminait l'année en champion, cueillant une ultime victoire sous forme de confirmation d'un titre amplement mérité. Mon but c'était un podium, 3e c'est suffit, mais quand même je suis très content avec la première place, bien entendu. À la manière de la Yaris Cup, la finale de la Renault Sport Clio Cup se présentait sous forme de duel entre Michel Heidens, leader de la compétition, et Jérôme Thierry, régulièrement aux avant-postes mais rarement sur la plus haute marche du podium. Après le festival d'incidents à Francorchamps, les pilotes Clio restaient étonnamment calmes à Zolder, de quoi permettre à Heidens d'effectuer une véritable démonstration dans les deux manches. Cavalier seul en début d'après-midi, superbe remontée en fin de journée. Le pilote Motorsport International ajoutait 2 victoires à son palmarès, de quoi lui offrir de manière logique les lauriers. La menace, c'était surtout Bastian en début de course, qui est quand même champion d'Europe l'année passée, il ne faut pas l'oublier. J'étais un peu déconcentré pendant 3-4 tours, et puis quand j'ai réussi à me reprendre, moi, j'ai fait l'écart, et puis après, j'ai géré ma course. Restons avec le peloton des Clio pour saluer les places d'honneur des équipiers Phil Bastian, Wim Dams et David Cruz, mais aussi pour apprécier les figures de Thibaut Rollecom qui n'aura pas ménagé sa peine d'un bout à l'autre de la saison.
D'incertitude, il était beaucoup question dans le Mini Cooper Challenge avec au menu de Zolder une lutte à 3 pour le sacre. Si David Loax et Paul-Henri Fastré semblaient partir avec les faveurs des observateurs, c'était sans compter sur un Frédéric Bouvy omniprésent aux avant-postes. Après un début de saison chahuté, marqué par un déclassement et une exclusion pour irrégularité technique, le Bruxellois a accumulé les victoires au point de rester en lice pour le titre jusqu'au bout. À Zolder, alors que Loax et Fastré allaient se contenter de place d'honneur, Bouvy se retrouvait flanqué de Maxime Soulet et François Verbist, des genoux aux dents longues. Jusqu'au boutiste, Fred Bouvy clôturait la première manche au 3e rang, avant de prendre la 2e place lors de la seconde joute, suffisant pour lui permettre de clôturer l'année à égalité de points avec David Loax, un nombre de victoires plus important lui offrant le titre. On a gagné 6 ou 7 fois, et 7 fois je crois, et j'ai perdu surtout 0 points pendant 4 manches, donc ça c'est sûr que j'ai eu dur à rendre, sinon on aurait été le champion depuis longtemps champion. Si Bouvy est champion, Loax et Fastré n'ont nullement démérité, pas plus que Maxime Soulet et François Verbist d'ailleurs, qui remportaient les 2 victoires du jour, de quoi leur permettre d'aborder 2004 l'esprit serein. On termine ce passage en revue des champions 2003 avec la Formule Renault 1600 qui proposait une finale haute en couleurs, avec non moins de 5 jeunes loups capables de jouer le titre. Si Nico Verdonk et Jérôme D'Ambrosio semblaient les mieux placés, Maxime Soulet, Maxime Audinck et le Britannique Craig Dolby pouvaient encore croire en leur chance. Si D'Ambrosio, protégé de notre ex-pilote F1 Thierry Boutsen, s'est lancé parfaitement en première manche, le quintet de base devenait rapidement quatuor suite au crash impressionnant de Maxime Audinck qui s'en tirait heureusement indemne. Après une longue neutralisation, la meute s'est lancée pour un sprint d'un tour, remporté de maîtresse façon par Jérôme D'Ambrosio, devant Nico Verdonk, Craig Dolby et Maxime Soulet. La 2e manche allait confirmer le verdict, D'Ambrosio s'offrant une superbe remontée depuis sa 6e place sur la grille de départ, pour finalement prendre l'avantage sur Nico Verdonk puis Jonathan Tonnet, tandis que Maxime Soulet ne pouvait éviter la sortie de piste suite à un bris de suspension. En un week-end, Jérôme D'Ambrosio, pilote du Thierry Boutsen Racing, remportait ses 2 premières victoires en Belgique, mais aussi et surtout le titre de champion. J'ai dû faire attention d'abord pour ne pas s'accrocher, mais en même temps j'ai dû prendre quelques risques pour le dépasser. Et c'était à chaque fois limite, mais ça s'est bien passé. C'est comme ça que ça devait se passer. C'est le plus beau jour de votre vie? Je pense qu'il y a eu d'autres beaux jours, comme la Coupe du Monde l'année dernière en Formula où j'ai gagné. Mais c'est sûr, ça fait partie de mes plus beaux jours. C'est sur ces 4 consécrations que s'est refermée la saison 2003 des Super Meetings, en attendant d'éventuelles évolutions en vue de l'an prochain. Parmi les voitures explosives qui font rêver tous les passionnés de sport mécanique, il y a évidemment Lamborghini, le constructeur italien qui fête cette année ses 40 ans. Depuis le premier modèle, apparu en 63, différentes voitures se sont succédées, toutes plus spectaculaires les unes que les autres, pour en arriver au Murcielago et Gallardo, les dernières en date. Alors Luc, depuis toujours, on dit que Lamborghini a voulu se démarquer d'autres constructeurs italiens, entre guillemets, pour faire des modèles encore plus extrêmes. Est-ce que ça se confirme? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, ça se confirme. Lamborghini ou Ferruccio Lamborghini a toujours voulu créer et développer un véhicule qui allait être l'exception, l'exclusif, l'extrême. Ça se vérifie par les derniers modèles, mais déjà en 1963 avec la 350 GT. Comment se porte la marque aujourd'hui avec la Murcielago, avec la Gallardo? Est-ce que la marque va bien? Est-ce que Lamborghini se porte bien? Lamborghini, c'est un renouveau depuis la reprise par le groupe et Audi qui a repris Lamborghini en 1998. Il y a eu de colossaux investissements qui ont été réalisés pour développer et créer de nouveaux produits, dont aujourd'hui déjà la Murcielago et la Gallardo qui viennent nous rejoindre en Belgique. Les 2 premiers signaux d'un renouveau de la marque. Nous voici donc à l'intérieur de la toute nouvelle arrivée de chez Lamborghini, la Gallardo. Il va falloir hélas attendre le début d'année après le salon pour pouvoir l'essayer sur la route. Donc un petit peu de patience en attendant, admirer ces superbes lignes. Retour en rallye maintenant sur la scène du rallye des 2 en Belgique. Il n'y a pas vraiment eu de lutte pour le titre cette année. Régulier comme un métronome, sans fausse note ou presque aux avant-postes, Timothy Van Parijs ne pouvait qu'imposer sa Mitsubishi Lancer Evo 6 Groupe A. Resté néanmoins à terminer la saison en beauté sur le tracé de Sombref, avec une concurrence plutôt intéressante, comme a pu le constater Marc Lacroix. Traditionnellement, les concurrents de la D2 se retrouvent à Sombref pour la manche de clôture de la saison. Cependant, champion avant l'heure, Timothy Van Parijs était absent, de même que Dieter de Pessemir, qui ouvrait ainsi une voie royale à Hubert de Ferme pour s'adjuger la place de vice-champion. Mais avant cela, celui-ci devait composer avec la présence de Dominique Breunel et du nouveau champion de Hollande, Jan de Winkel.
Et c'est précisément lui qui signait le premier scratch avant de céder du terrain face à un Brunel en grande forme. Malheureusement, ce dernier sortait définitivement de la route à mi-parcours. Il essaie de faire, mais De Winkel s'expliquait pour la victoire. L'homme à la Subaru devait alors batailler ferme pour conserver son avantage face aux Bataves jusqu'au terme de l'épreuve et ainsi signer une deuxième victoire consécutive, lui permettant de coiffer de Pessemir au championnat. Échouant à 7 secondes seulement, mais néanmoins heureux, De Winkel s'est montré très compétitif et abordera le Condro en leader du naissant Benelux Rally Trophy que lui conteste Peter Tune. Si Philippe De Wulf a encore loupé ce rendez-vous, cette fois sur problème de turbo, Lorenzo Conti réussissait en revanche plutôt bien son retour à la compétition. En prenant la 5e position finale, il passe lui aussi de Pessemir et monte sur la dernière marche du podium du championnat de Belgique D2. Quant à Xavier Busch, classé 6e, il remportait facilement une Xème victoire d'un groupe N où il fait définitivement office de référence dans notre pays. Du côté des titrés, en dépit de sa victoire à Sombref, Christian Guillemin et sa Porsche 911 laissent les lauriers du groupe R 2003 à Christophe Jacob et sa Ford Escort RS 2000 Mark II. En renonçant ici, Daisy Coles, la sœur de Larry, ne profitait pas du déclassement de Robbie Van Ness pour boîte non conforme. Ainsi, c'est finalement lui qui enlève les titres en A7 et en F2 Groupe A. Enfin, avec ses nouvelles victoires remportées ici en N3 et F2 Groupe N, malgré un train avant ouvert dans une sortie sur le 5e chrono, Daniel Rother s'adjuge les couronnes de ces deux catégories, en plus du titre de vice-champion du Groupe N. Mais l'attraction à Sombref, c'était la présence de Peter Tune, venu se tester au volant de la Renault Clio Super 1600 de chez MI. En dépit de petits soucis de sélecteur de boîte, il s'en sortait plutôt bien pour une première et semblait déjà fort à l'aise avec cette auto qu'il qualifiait de très virile et toutefois remarquable. Malgré une crevaison qui lui coûtait 2 minutes, il soldait ce coup d'essai par une première victoire de catégorie. Reste maintenant à espérer qu'il optera pour une telle monture pour la saison à venir. Si on pouvait être 5, 6, 7 pilotes avec des voitures comparables, faire un championnat, bon, c'est sûrement une option. Bon, il faut qu'on en pense et ça doit être dans une bonne structure, mais s'il y a une bonne proposition, on va en passer, ça c'est sûr. Pour être complet, nous signalerons encore la nette victoire de Sébastien Jardon dans le Ford Focus Tour. Auteur de 13 meilleurs temps sur 14, il s'offrait même le luxe de précéder à l'arrivée la Focus Kit Car de Theo Loos. Alors qu'il démarrait ce rallye à égalité de points avec Ferdy Purnell, le Liégeois a repris le dessus et par la même occasion une sérieuse option sur le titre. Celui-ci se jouera entre ces deux pilotes lors du rallye du Condro. Victime d'une rupture de canalisation de frein, Purnell laissera même le soin à Christophe Vorloo de terminer 2e, soit sa meilleure prestation de l'année. Il nous reste donc une seule épreuve routière à se mettre sous la dent pour cette saison. Ah oui, les 15 et 16 novembre. Un événement en soi puisque le Condro fêtera cette année son 30e anniversaire et devrait à cette occasion regrouper le plus beau plateau de l'année. Terminé pour la première partie de ce moteur à 2 vitesses. Dans quelques minutes, nous sommes de retour avec l'évocation d'une légende de la course en Belgique, mais aussi la finale du BTCS à Francorchamps et l'analyse du rallye de Catalogne. A tout de suite. Moteur de retour dans la capitale à l'occasion du Brussels Retro Festival. Mais avant de rouvrir le grand livre du passé pour nous intéresser à un de nos grands champions disparus, retour à Francorchamps où le BTCS, ce championnat qui a pris le relais du Nuprocar, a connu sa première finale le week-end dernier avec une lutte pour le titre entre l'Audi A4 Silhouette Light officielle et la Porsche 996 GT3 Cup du garage Pinot. C'est Vincent Franzen qui nous raconte l'épilogue de ce championnat qui pourrait nous réserver quelques belles surprises pour l'année prochaine. À l'aube de cet ultime affrontement en 2 temps, devant décider du premier titre dans l'histoire du BTCS, la situation était claire, avec un duel annoncé entre la Porsche 996 GT3 Cup de Stéphane Lemray et Laurent Neff et l'Audi A4 Silhouette Light officielle de Jean-François Emroul et Tim Verberg. Pour arbitrer le tout, on pouvait compter sur quelques outsiders de choix, dont les BMW M3 Silhouette, mais aussi et surtout cette Porsche 996 GT3 RS issue du Belcar, et pilotée par Christian Lefort, Yves Lambert et Vincent Dupont en personne. Le départ de la première des 2 courses constituait déjà l'un des moments clés de la journée. Christian Lefort entamant un surprenant balai en pleine ascension du Raidillon, le tout devant une 50aine de bolides au moins. Heureusement, le pilote de la Porsche pouvait reprendre le sens de la course.
En tête de la meute, la Porsche 996 GT3 Cup de Laurent Neff, chaussée de pneus slick, parvenait à prendre plusieurs longueurs d'avance sur ses poursuivants. Mais au fil des tours, la pression de la BMW M3 Silhouette de Patrick Sloos devenait de plus en plus réelle. Peu avant la fenêtre des ravitaillements, l'ex-pilote du Procar portait les stockades pour installer son bolide au commandement de la course. Un classement qui se confirmait à l'issue des pit-stops, Sloos effectuant un impressionnant cavalier seul pour remporter la victoire avec une solide avance sur le reste de la meute. Au départ, les 5-6 premiers tours, c'était quand même très relativement dur, mais après ça a été, j'ai attrapé un peu de chaleur dans les pneus et puis ça a roulé comme un train. Pour ce qui est de la lutte pour le titre, c'est assurément la Porsche de Neff et Lemray qui effectuaient la meilleure opération à l'issue de cette première manche, de très bon augure pour la suite. Une très bonne affaire, je crois qu'on a fait un excellent choix de pneumatiques. Si j'ai bonne mémoire, on était à peu près les seuls à être partis en slick. C'était un coup de poker parce que si peu qu'il commençait à pleuvoir, mais ça aurait été la galère pour nous. C'était pas le cas, les trajectoires ont commencé très vite à sécher et on a pu prendre la distance et l'écart sur notre concurrent principal qui est Emro Leverbert. Dans le clan du Belgian Audi Club, les mines s'allongeaient, Emro Leverbert ayant donné le maximum au volant d'une A4 Silhouette Light en délicatesse sur une piste aussi grasse. Résultat, la 5e place seulement. Au début de course, avec les pneus pluie, ils se sont dégradés très vite. Alors évidemment, en pneus dégradés, ça tient beaucoup moins bien la route et la voiture glisse énormément. Avec les slicks, ça allait un peu mieux. Donc on va voir, mais quoi qu'il arrive, ça va être effectivement dur d'être champion s'il n'y a pas de problème mécanique, ce qu'on ne souhaite pas pour nos adversaires. Pour en finir avec la première manche, on soulignera la superbe remontée de la Porsche 996 GT3 RS de Lefort et Lambert après sa pirouette du départ, ce qui valait à l'équipage la plus petite marche du podium. Belle prestation également pour l'autre BMW M3 Silhouette, celle de Loïc Demant et Luc Pensis, qui parvenaient elle aussi à devancer l'Audi officiel. Contre toute attente, c'est entre les deux manches de cette finale que le championnat se jouait, Stéphane Lemray perdant le contrôle de sa Porsche alors qu'il allait prendre place sur la deuxième grille de départ. On a mis des nouveaux pneus pour cette deuxième manche et donc j'ai essayé de les chauffer un maximum dans ce tour pour pouvoir prendre un bon début de course. Et je suis sorti tout seul comme un grand dans le mur. Bon, c'est une catastrophe. C'est déjà arrivé à des pilotes plus expérimentés que moi, donc je me dis que bon, ben voilà, c'est une expérience. Je pense que c'est la première et la dernière fois que ça va m'arriver, enfin j'espère. Voilà, c'est la course. La Porsche du garage Pignot contrainte à l'abandon, la voie était libre pour l'Audi de Emro Leverbert qui se portait au commandement de la course avant de rentrer dans le rang. Les deux pilotes évitant toute prise de risque inutile. C'est finalement en 6e position que le bolide jaune clôturait la deuxième manche, de quoi offrir un nouveau titre de champion à Jean-François Emro l'équipe Verbert. Bien sûr, ils nous ont facilité la tâche, mais je crois qu'aussi un championnat c'est toute une saison. Ce qui est toujours gai, c'est de se battre et on s'est battu jusqu'au bout, on est champion. C'est ça qu'il faut retenir. À l'avant du peloton, les BMW M3 Silhouette s'en donnaient à cœur joie, mais contrairement à la première manche, c'est celle de Loïc Demant et Luc Pensis qui avait le dernier mot. Une consécration inattendue pour un équipage qui découvrait la Silhouette et qui a effectué un parcours sans faute. Non, c'est sûr que ce n'était pas prévu au programme. J'espérais être devant, ça c'est clair, mais gagner une course pour ma première course avec une Silhouette, c'est inespéré, ça c'est clair. C'est vraiment inespéré et bon, j'ai fait la première manche, donc le premier relais. Mais bon, sous des conditions assez difficiles et je dois dire que Loïc a vraiment très bien roulé la deuxième manche et c'est pour ça que j'ai laissé terminer le relais et la victoire. Derrière la 59, Patrick Sloos décrochait une jolie deuxième place au volant de l'autre M3 Silhouette, tandis que Loris de Sordi et Patrick Deblau arrachaient la plus petite marche du podium à l'issue d'une prestation d'une grande régularité. Pour Christian Lefort, Yves Lambert et Vincent Dupont, cette deuxième course du week-end était synonyme de nouvelles remontées depuis les profondeurs du classement. La Porsche est en partie après le peloton pour s'être présentée trop tard à la sortie de la pit lane. Belle prestation cependant pour ces habitués du Belcar qui étaient là pour se faire plaisir. Assez délicat, surtout au départ. Alors finalement le gros problème de la journée c'était évidemment de connaître le temps et d'avoir fait le bon choix de pneumatique. Donc finalement on ne se sentit pas trop mal, on s'est bien amusé, c'était le but. On notera pour terminer la superbe bataille pour le titre dans la classe C, celle des Renault Clio. Christian Sterckx s'est rencontré à l'abandon suite à une crevaison. C'est Philippe Dentant qui remportait la couronne, tandis que Bruno Belen et Dominique Pestiot empochaient la dernière victoire de l'année. De quoi rendre l'équipage fou de joie. Une image qui illustre plutôt bien ce BTCS où il a fait bon vivre d'un bout à l'autre de la saison.
Vraiment. Super. Comme convenu, nous continuons notre plongeon dans le passé pour parler maintenant d'un pilote belge avec un palmarès impressionnant. Willy Mérès, un pilote hélas trop tôt disparu. Alors Christophe, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Chevalier meurtri, entièrement consacré à Willy Mérès. Quelles ont été les grandes lignes de la carrière de ce pilote ? Ce pilote a débuté dans le Liège-Rome-Liège avec le médecin du village Momigny, dont il était originaire. Et là, il a débuté donc dans ce rallye qui était quand même redoutable. Et de là, il a été incorporé à la formation de l'équipe nationale belge qui engageait des pilotes néophytes avec du matériel, ma foi, de très haute qualité, comme des Ferrari ou des Jaguar D. Willy Mérès n'a roulé que sur des Ferrari dans l'équipe nationale. Mais là, ça s'est très mal passé pour lui parce qu'il voulait absolument prouver qu'il était le meilleur, le plus rapide. Et là, ça a mal tourné pour lui puisqu'il a cassé beaucoup de voitures, beaucoup de moteurs. Et il y a été un peu évincé de l'ENB mi-58 au terme de 24 heures du Mans où il était une fois de plus sorti de la route. Donc à ce moment-là, il y a eu une période charnière, c'était en 1959. Enzo Ferrari le remarque et l'engage l'année suivante comme pilote essayeur, mais aussi comme pilote sur voiture de prototype, puis en Formule 1 au Grand Prix de Belgique. Un grand champion donc, gros palmarès, mais aussi une très forte personnalité. Comment est-ce qu'il était perçu à l'époque par les médias et par le public ? Eh bien, par le public, paradoxalement, il était très très bien coté, malgré qu'il ne gagnait pas beaucoup de courses. Il faut se dire qu'à Francorchamps, 2 pilotes ont soulevé les foules, c'est Willy Mérès et Jacques Higgs. Et là, au niveau des journalistes, ma foi, il était un peu réticent parce que ces gens racontaient parfois n'importe quoi. Et le seul vraiment qu'il a apprécié, c'est Pierre Abou, qui travaillait notamment pour la revue Moteur Course à l'époque. Avant de terminer cette émission, je propose un petit passage par la 3e épreuve sur asphalte du championnat du monde des rallyes. Après le San Remo et la Corse, c'est la Catalogne qui a accueilli les stars des épreuves routières, dont notre compatriote François Duval, qui a intérêt à prouver sa pointe de vitesse s'il veut garder un baquet chez Ford pour l'année prochaine. Sur un terrain qui devrait lui être favorable, François débordé d'ambition juste avant cette manche espagnole du championnat du monde. Marc Lacroix. Avant-dernière manche de la saison, dernier épisode de la trilogie asphaltée prévue sur le mois d'octobre, le rallye de Catalogne a été aussi passionnant et indécis que le San Remo et la Corse. Une épreuve que pour la première fois depuis le mois de mars, Richard Burns n'abordait pas en leader du championnat, une position qu'il avait perdue après le Tour de Corse au profit de Carlos Sainz, qui arrivait donc à domicile en position de force, toujours très soutenu par ses nombreux fans. Au programme de cette 38e édition, 22 spéciales tracées autour de Vic, au nord de Lorette-et-Mar, se déroulent généralement larges et très planes, entrecoupées de profondes et meurtrières cordes parfois inévitables, requérant un pilotage tout en finesse, typé circuit, le tout faisant de cette épreuve la plus rapide de tous les rallyes asphaltés. Cela n'arrive pas si souvent, les meilleurs performeurs ont cette fois été nombreux, 9 au total. Peter Solberg tirait le premier et devenait de ce fait le premier leader, comme pour confirmer que sa première victoire sur tarmac en Corse ne devait rien au hasard. Il perdra cependant le rythme par la suite, non sans rencontrer l'un ou l'autre problème, lui coûtant de précieuses secondes en pénalité routière. Considéré comme favori, Sébastien Loeb signait le 2e scratch, lequel le propulsait déjà en tête. En tout, il se montrera le plus rapide à 5 reprises, tout comme Marco Martin, que l'on attendait beaucoup lui aussi sur ce rallye. Mais souffrant du coup, après la violente sortie de route survenue le dernier jour en Corse, l'Estonien n'était pas au meilleur de sa forme. Il réalisera toutefois un bon rallye. Une réflexion qui prévaut aussi pour son équipier François Duval, qui a une nouvelle fois réalisé un parcours sans faute alors qu'il le découvrait avec une WRC. Une course ponctuée par un temps scratch sur les 26 km de Sainte Julia, au plus fort de la bagarre entre les ténors. Marcus Gronholm signera lui aussi en meilleur temps, alors que sa prestation d'ensemble restera plutôt en demi-teinte, de même que Richard Burns, qui n'était plus parvenu à devancer tous ses petits copains depuis cet été en Finlande. Une fois n'est pas coutume, l'Anglais est même resté longtemps le meilleur pilote Peugeot sur ce rallye, jusqu'au moment où il accomplissait cette petite faute. Autre pilote qui a perdu l'habitude de signer des scratchs, Tommy Mäkinen a bouclé le plus rapidement le plus long secteur chronométré de cette course en mettant à profit l'excellence de ses gommes alors que les conditions météo avaient viré à la tempête dimanche. Le privé Roman Cresta avait fait de même peu avant.
Enfin, comme Loeb et Martin, Gilles Panizzi a lui aussi été le plus rapide à 5 reprises, notamment sur le dernier chrono, ce qui se révélera décisif. En effet, alors qu'une fois de plus Tarmac Expert était en délicatesse avec sa vieillissante Peugeot et était malmené par un Sébastien Loeb semblant pourtant maîtriser parfaitement son leadership, le vainqueur 2002 du rallye de Catalogne allait renverser la vapeur. Profitant d'un mauvais choix de pneus de l'Alsacien, il comblait la demi-minute qu'il accusait de retard sur la Citroën sur les 35 derniers kilomètres de course. Loeb était battu sur le fil. Comme en Italie et en Corse, la pluie venait donc de brouiller complètement les cartes. Un final dont profitaient aussi François Duval et Stéphane Prévost, qui terminaient à une superbe 4e place derrière l'autre forte de Martin. Une nouvelle prestation de choix qui prouve la grande faculté de François à résister à la pression sans commettre la moindre erreur. Après Panizzi et Loeb, il est le 3e pilote à avoir accumulé le plus de points en octobre, ex-aequo avec son idole Carlos Sainz. Pour être complet, on citera encore le retour fulgurant de Solberg dimanche matin sous la pluie, qui reprenait 1 minute au leader en 3 chronos. Mais il était trop tard et le Norvégien ne parviendra qu'à accrocher le top 5, ce qui n'est déjà pas si mal quand on sait qu'il repartait 10e le matin même. Après un excellent début de course, Sainz loupait sa 2e journée en raison de réglages rendant sa Xara nerveuse à piloter. Victime d'un problème moteur dans l'ultime chrono, il dégringolait au 7e rang après avoir longuement été 2e. Moins heureux, Burns s'est abandonné sur une nouvelle sortie en fin de parcours, de quoi hypothéquer sérieusement ses chances de ceindre une 2e couronne mondiale. Pour son 150e départ mondial, Didier Auriol était quant à lui trahi par son embrayage samedi matin. Un nouveau rallye 100 pour les autos tchèques puisque Tony Gardemeister, seul rescapé de l'équipe, ne pouvait faire mieux que 12e. Grand perdant de ce rallye, Loeb, Sainz et Citroën qui laissent les honneurs à Panizzi et Peugeot qui signent là respectivement leur première victoire depuis l'Italie l'an dernier et l'Argentine au début de cette saison. Duval signe sa 2e meilleure performance de l'année et précède Solberg bien revenu. Pourtant, ce sont Loeb et Citroën qui se partagent le leadership d'un championnat pilote où tout se jouera en Angleterre avec aussi Solberg et Burns. Duval est toujours 9e avec 26 points. Un rallye où Citroën et Peugeot devront se départager pour le titre constructeur, de même que Subaru et Ford en découdront pour la 3e position. Rendez-vous est d'ores et déjà fixé le dimanche 9 novembre, notamment le soir sur Club RTL, pour le verdict d'un rallye qui s'annonce passionnant, mais aussi d'une saison 2003 qui ne l'a pas été moins. La nouvelle a fait l'effet d'une petite bombe il y a quelques heures à peine. Après un premier passage par le circuit de karting de Francorchamps au mois de juin dernier, le championnat du monde de supermoto sera de retour dans nos Ardennes les 15 et 16 novembre prochains. Par quel miracle? L'annulation de l'épreuve de Dubaï qui devait clôturer le calendrier 2003 a incité Ustream, organisateur et promoteur du mondial de supermoto, à trouver une course de remplacement. Et comme l'organisation spadoise s'est révélée l'une des meilleures du lot, c'est en toute logique que nos Ardennes ont été choisies pour ce retour des stars du supermoto. Histoire de ne pas favoriser les pilotes belges, le circuit sera cette fois parcouru en sens inverse, dont sans garder ses spécificités, à savoir une partie asphalte très technique et une portion de terre comprenant whoops et plateaux. Nul doute que ce 2e acte du supermoto à Francorchamps fera les affaires d'Eddie Seyle, candidat avoué au titre de champion du monde, mais aussi de Gérald Delépine et Fred Fiorentino, les autres ténors belges à ce niveau. Le rendez-vous est donc pris, cap sur Francorchamps ces 15 et 16 novembre pour le retour du mondial de supermoto. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on a également appris cette semaine que l'avenir de nos Belges du supermoto promet d'être radieux. Eddie Seyle reconduit chez Husqvarna, Fred Fiorentino engagé par l'usine Usaberg. C'est au tour du liégeois Gérald Delépine d'annoncer une grande nouvelle. Après 2 saisons positives chez Vertemati, le Belge changera d'air l'an prochain pour rejoindre à son tour les rangs de Husqvarna, devenant par la même occasion l'équipier d'Eddie Seyle. La marque suédoise sera donc teintée de noir, de jaune et de rouge l'an prochain, de quoi permettre à Seyle d'enfin disposer d'un équipier de choix, mais aussi à Delépine d'enfourcher une machine de guerre pouvant le conduire vers la plus haute marche du podium. En tout cas, vivement la saison 2004 de Supermoto. Et ben voilà, c'est terminé pour cet épisode de Moteur, une nouvelle fois très chargé. La semaine prochaine, on vous réserve quelques bonnes surprises avec notamment la suite du MotoGP en Angleterre, un point sur les concurrents belges de la Renault Sport Clio Cup International, la finale du MotoGP à Valencia et un retour sur le CAF 4 Festival Days de Brno. Encore une fois, un programme très varié. Quant à Didier de Radiguez, il vous donne rendez-vous sur Club RTL dans Moto Club pour vous donner toute l'actu sur les 2 roues. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents. Salut, à la semaine prochaine.